Ohayo gozaimasu. Bienvenue au Japon, les amis. Ohayo gozaimasu. En japonais, ça veut dire bonjour le matin. C'est le good morning japonais. Parce qu'il est 7 h du matin, là. Je viens de me faire ma séance de sport. Mon bain chaud dans les onsen japonais. Je vous réserve une vidéo spéciale 15 000 abonnés tournée dans les onsen. Peut-être qu'elle sortira d'ailleurs avant cette vidéo. Donc autant que vous l'avez déjà vue. Bref, cette vidéo est là pour faire un question-réponse, pour répondre à vos questions autour du thème les exercices physiques, le renforcement musculaire, l'entraînement à haute intensité, hein, le HIIT. Tout ça, évidemment, quand j'ai lancé le programme H4H à la rentrée, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Il y a beaucoup de questions aussi dans le groupe privé qui est réservé aux praticiens du programme, qui ont rejoint le programme, qui s'appelle la communauté de l'Hormèse. C'est un groupe privé Facebook. Et là, il y a beaucoup de questions aussi qui viennent, beaucoup de retours. Il y a une entraide qui se fait dans cette communauté. Mais je voulais aussi m'adresser à vous, les véristes, qui ne sont pas dans le programme H4H, entendre un petit peu vos retours, vos interrogations, et voir si je ne peux pas éclairer un peu plus vos lanternes à ce propos. T-shirt de Dragon Ball, Sangoku. En plus, la couleur, elle va très bien avec les magnifiques Koyo. C'est la saison au Japon du moment où toutes les feuilles deviennent orange, jaune, toutes les vallées de Nagano, de Gifu, où je suis passé en voiture, étaient magnifiques. Comme au Canada, les érables deviennent rouge-orange, la forêt s'illumine comme s'il y avait le feu, c'est absolument magnifique. Donc je vous montrerai quelques photos pour que vous voyez un peu tout ça. Donc, beaucoup de questions, j'ai fait le tri, et sans plus tarder, on s'attaque à tout ça. Alors, question d'Alexandre. Salut, d'abord merci pour tes vidéos. Ce serait cool si tu pouvais donner ton point de vue sur les aliments suivants, flocons d'avoine et œufs, qui sont beaucoup conseillés lorsque l'on veut se lancer en musculation classique, mais dont on ne sait pas s'ils sont sains pour notre santé d'un point de vue hygiéniste. L'un vient d'une céréale et l'autre de l'animal. Et de plus, si un régime essentiellement frugivore peut nous aider dans une prise de masse. Toi, quelle est ta base alimentaire? Merci d'avance. Merci à toi, Alexandre, pour cette question et ce gentil commentaire. Alors, pourquoi s'utiliser les flocons d'avoine en musculation? C'est surtout, moi je trouve ça, bon, déjà d'un point de vue hygiénique, c'est clair que, bon, flocons d'avoine, ça sort pas de terre, ça tombe pas d'un arbre. Moi, c'est pas trop mon truc. Bon, ça c'est mon avis personnel, hein. Je préfère me diriger vers des aliments bruts, non transformés et qui n'ont pas un impact aussi fort au niveau de la glycémie quand même, hein, parce que ça trouverait sa pertinence si tu es un praticien de musculation vraiment d'un certain niveau, déjà très sec, et qui pratique vraiment la musculation en tant que telle. Il faut bien savoir que pratiquer la musculation, j'aime bien parce que c'est ce que dit Frédéric Delavier là-dessus, c'est pas une pratique de santé. Faire de l'hypertrophie musculaire à outrance, c'est pas pour vous rendre en bonne santé. Ça, c'est important à retenir. Et il ne faut pas confondre faire de la musculation et aller à la salle de sport 2-3 fois par semaine. Les gens qui font vraiment de la musculation, qui vraiment se mettent à fond là-dedans, ils vont devoir adapter, sortir du cadre normal de l'alimentation, du rythme de vie, pour se donner corps et âme dans cette pratique de grossissement des muscles, hypertrophie musculaire, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas une pratique de santé, hein. C'est difficile de concilier les deux. Les gens pensent, je suis inscrit à une salle de musculation, j'y vais 2-3 fois par semaine, donc je suis quelqu'un qui fait du bodybuilding. C'est pas pareil, parce que si vous allez dans cet état d'esprit-là, vous allez tomber dans le piège de tous les commerces qui essayent de vous vendre des protéines en poudre, des trucs immondes de toutes les couleurs, etc. Parce que vous allez vous dire, ouais, je suis un athlète de haut niveau, je fais de la musculation, j'en ai besoin. Non, non, non. Il y a une différence entre faire de la muscu et prendre soin de son corps, hein, par l'exercice physique, etc. Donc, pour revenir, les flocons d'avoine, ça trouverait sa pertinence si tu es vraiment un praticien de musculation en tant que tel, et en post-training, après l'entraînement, après vraiment t'être déchiré à la salle, on a une sensibilité à l'insuline qui est accrue. L'hormone de l'insuline, tu sais, c'est l'hormone qui fait rentrer les nutriments dans la cellule. Et donc, on veut, après l'entraînement, optimiser ce moment-là
pour faire entrer des acides aminés pour avoir un meilleur anabolisme. Donc on va faire volontairement un pic de glycémie. Et c'est vrai que les flocons d'avoine, les galettes de riz soufflé, ça a un index glycémique extrêmement fort. Donc ça va faire une production extrêmement puissante d'insuline. Donc ça va pouvoir permettre, tout ça c'est de la théorie hein, évidemment, de faire entrer beaucoup d'acides aminés dans les cellules musculaires pour avoir un meilleur anabolisme. Ça, c'est la théorie qu'on se trimballe depuis les années 80, 70, etc. De plus en plus, on temporise un petit peu tout ça avec le fait que en période de jeûne, le corps est capable de très bien synthétiser lui-même, se débrouiller pour s'adapter si on lui envoie les bons signaux. Si tu travailles avec des charges lourdes, fortement, que tu manges bien après dans les repas principaux de ta journée, on se rend compte de plus en plus que c'est beaucoup plus pertinent de regarder la physiologie par le prisme des hormones. Je renvoie vers les travaux de Jason Fung évidemment, plutôt que ce qu'il y a dans l'assiette, le taux d'index glycémique, etc., qui d'un individu à l'autre ça varie tellement et c'est pas très pertinent. Et on ne sait pas comment tu le manges, dans quelle situation, comment tu mâches, si tu manges vite, si tu manges stressé, à quelle heure tu manges, bref. Donc, tout passe par l'expérimentation, ça dépend toujours. Mais les flocons d'avoine, moi personnellement, je n'en mange pas. Moi, vous savez, je pratique un jeûne intermittent. Si vous me connaissez, si vous me suivez, voilà. Donc, je ne mange pas le matin. Je me fais 2 bons repas par jour, midi et soir. Je mange sain, je mange naturel. Comme j'ai dit, si ça pousse pas du sol et si ça tombe pas d'un arbre, voilà. Si je mange des produits animaux, je mange des œufs. Je mange pas de viande, ou 1 ou 2 fois dans l'année. Je mange parfois du poisson. J'aime bien la règle de Charles Poliquin, le regretté coach Strength Sensei, le coach de force qui est malheureusement décédé il y a peu de temps, qui disait vos protéines, il faut qu'elles aient eu des yeux avant. C'est-à-dire que lui, c'était pas du tout les shakers de protéines, les trucs. Non, faut qu'elle ait eu des yeux, les protéines, il faut que ce soit issu d'un animal. Bon, pour ceux qui ne mangent pas de produits animaux, ne mangent pas de viande, etc., c'est différent, mais voilà. J'aimais bien cette approche-là. Toujours aller vers le plus naturel, sain et qualitatif possible dans votre alimentation, et surtout, rester sobre, bien mâcher, manger dans un environnement adéquat, au calme. Ça, c'est des règles qui sont vraiment, vraiment essentielles, et surtout, manger quand vous avez faim. Voilà, je ne peux pas te dire mieux. Tu me parlais aussi des œufs, pas de problème pour moi. Moi, je garde toujours le jaune d'œuf cru parce qu'il y a beaucoup d'acides gras oméga 3, tu sais, qui sont instables à la cuisson. Donc, si on ne veut pas dénaturer ces bons lipides, il ne faut pas les faire cuire. Donc, jaune d'œuf cru, tu fais cuire le blanc, basta. Donc, pas de problème pour ça. Est-ce qu'un frugivore peut faire de la musculation et prendre de la masse musculaire? Il y en a. Il faut bien comprendre que moi, aussi bien moi sur Verisme TV que tous les autres praticiens de santé qui donnent des conseils, qui font des vidéos, etc. Tout ce qu'on vous dit, c'est toujours des règles et des principes qui sont valables pour 70% de la population. Il y a toujours 30%, c'est des exceptions. Donc les conseils que je donne, vous allez me sortir le gars de Tombouctou qui il mange que des graines, comme le maître d'armes de Kaamelott, et pourtant il arrive à faire de la masse musculaire, enfin bref. Il y a toujours des exceptions. Et ça me fait penser à un Américain, un Afro-Américain qui est connu sur Internet, je retrouverai le nom, je mettrai en sous-titre, qui mange que des pastèques. Il mange 90% de son alimentation, c'est des pastèques, et le gars, c'est un bodybuilder, quoi. Il est monstrueux. Sec comme ça, et c'est que du muscle. Bon. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. La génétique, le terrain de la personne, il y a tellement de facteurs. Donc, frugivore, il y a des exemples qui nous montrent que c'est possible. Moi, ça marche pas. J'ai déjà essayé d'être frugivore, de pratiquer la musculation, de voir si je prenais du muscle. Ça marchouillait. Je suis plus dans cette alimentation un petit peu saine avant tout, sobre, naturelle. Et pour moi, ça me convient mieux, mais peut-être que pour toi, ça sera différent.
Si tu veux vraiment rester sur un régime frugivore, dans les fruits, tu as les avocats, tu as les fruits, les oléagineux, toutes les noix, etc., qui sont extrêmement riches en lipides, en acides aminés, en protéines. Et là, tu sais, les lipides, c'est les précurseurs de tes hormones stéroïdiennes notamment. Donc, tu vas avoir vraiment besoin de testostérone ou de ce genre d'hormones anabolisantes si tu veux faire du muscle. Et c'est essentiel. Donc frugivore, ça veut aussi tout et rien dire. Hein. Est-ce que frugivore, ça veut dire que des bananes ou ça veut dire tout un panel différent de fruits tout au long de l'année? Voilà. Moi, tout ce qui est régime alimentaire limitatif, hein, très restrictif comme ça, à la base, c'est pas mon truc. Ça me paraît vicié comme théorie, donc voilà, je préfère m'abstenir et ne pas le recommander. Alors, question de Lequet. Salut Pierre, merci pour tout ce que tu crées, pour ce que tu fais, explique. C'est juste inspirant à souhait. Merci beaucoup, merci à toi. Alors pour la question, avec le module H4H, je me suis aperçu que j'avais de grands écarts de perf entre les différents exercices de HIIT. Je suis une femme et les pompes ne sont pas faciles pour moi, même si je progresse. Mes épaules et coudes craquent, je suis obligé de les faire en appui sur les genoux comme tu l'as montré. Par contre, les fentes ne me donnent pas de difficulté, du coup je me leste. Je cherche à adapter, mais du coup, je me demande s'il vaudrait mieux faire plus que 3 tours dans les HIIT, adaptés comme expliqué avant, ou si je dois faire peut-être du renforcement musculaire pour la partie haute, pompe et traction pour équilibrer tout ça. J'espère que tu as compris ma question, pas simple par écrit, j'ai tout à fait compris ta question, merci beaucoup. Donc c'est vrai que dans le programme H4H, je propose différents exercices pour surtout réhabiliter et nous redonner un physique harmonieux, réhabiliter la posture qui est souvent trop en avant avec les épaules enroulées, voilà. Et on travaille haut du corps, bas du corps. Et je pose ces questions dans les vidéos du programme, c'est essayer de trouver chez vous les points faibles. Vous voyez quel exercice pose problème. Et c'est évident que si tu as détecté un point faible au niveau des pectoraux, il va falloir mettre l'accent dessus. C'est le principe de la loi de l'Hormèse, on va toucher à notre inconfort, on va voir là où on ne veut pas trop regarder, on ne veut pas trop toucher parce que c'est chiant, c'est parce que c'est chiant qu'il faut y aller. Et c'est très important pour les dames, notamment pour le soutien de la poitrine, etc., d'avoir des muscles pectoraux qui sont bien développés et pas atrophiés par cette position, parce qu'on est toujours sur un smartphone ou devant un ordinateur, etc. Le maintien de la ceinture scapulaire. Donc le travail du haut du corps, surtout pour les dames. Les hommes, c'est souvent plus pour en impressionner ou d'un point de vue esthétique, mais pour les dames, c'est aussi très important de le travailler. Bah ouais, moi je te propose de faire au moins un renforcement musculaire par semaine qui va être uniquement focalisé sur ton point faible. Si c'est les pectoraux, eh ben, tu te fais à ton niveau une séance de renforcement musculaire et dans la semaine une autre séance de HIIT uniquement basée, focalisée sur ce point faible. Ça pourrait être donc une séance de renforcement musculaire de pompe, comme je te l'ai montré dans le programme H4H, où tu vas enchaîner différents types d'exercices, de la pliométrie, de l'isométrie, de temps sous tension qui va être long, etc., pour renforcer cette zone. Et tu vas voir que si tu fais bien le boulot, ça va très vite se rattraper, et après ton point faible sera corrigé. Mais c'est sûr qu'il faut mettre l'accent sur le point faible. Et puis tu vas pouvoir t'adapter, tu vas voir au niveau des courbatures, si tu peux faire un renforcement musculaire de plus, un HIIT. Voilà. C'est très bien que tu aies cette approche objective, tu prends de la distance par rapport à toi-même, tu dis ok, ça c'est mes points faibles, je les attaque. Note toujours, comme je l'apprends dans le programme H4H, les progrès, ce que tu fais chaque jour, etc. pour voir ta progression, c'est très important. Mao, salut Maurice, on a fait une interview avec Maurice, j'espère vous la proposer bientôt. Le son est vraiment pas bon, j'ai fait une interview par Skype de lui, qui voyage dans le monde entier en autostop. C'était super intéressant de faire son interview, mais le son était vraiment pas bon, donc j'espère pouvoir le corriger et vous la proposer, ou sinon on se rencontrera en vrai et je te referai ton interview. Salut, merci pour tes vidéos, merci à toi. Comment allier musculation et jeûne sec lors de périodes de jeûne sec de plus de 24 heures, entre 1 et 5 jours? Attendre la reprise alimentaire, ou bien de courtes séances de HIIT sont possibles entre les phases d'acidose, ou tu préconises un repos total et faire du sport seulement sur du jeûne intermittent? Merci. Alors ouais, moi j'irais plus sur du sport uniquement sur le jeûne intermittent.
J'ai testé moi faire du squash en jeûne sec, après 48 heures de jeûne sec. Le squash c'est... il n'y a rien de plus demandeur au niveau cardio, au niveau énergie, etc. Et je voyais bien que mes performances n'étaient pas bonnes. Au bout d'une demi-heure, je sentais que l'énergie... voilà. Et c'est moi, c'est ma physiologie qui a répondu comme ça. Ça ne veut pas dire que pour toi, ce sera pareil. Moi, je vois plus le jeûne sec comme vraiment une période de repos, de nettoyage du corps, de nettoyage des organes et des systèmes entre eux. Donc, je ferai mon exercice physique, mon HIIT ou mon renforcement musculaire en période de jeûne intermittent et avant la reprise alimentaire pour, encore une fois, surfer sur la vague de la sensibilité à l'insuline, comme je l'expliquais tout à l'heure. Gérald. La question de Gérald. Salut Pierre. J'ai une question car de mon côté, je ne peux pas m'empêcher de faire de longues sorties de VTT, randonner dans les Alpes ou de courir 2 heures pour aller voir un coucher de soleil. Du coup, je me demande comment planifier ces séances plaisir avec des séances HIIT courts, plus tournées vers le dépassement de soi. Et après, tu as une autre question. Sinon, autre question, comment travailler la souplesse en mode HIIT, notamment pour arriver à descendre les fesses sur les talons. Tu parles du squat. Alors ça, je vais tout de suite y répondre. Squat. Mets-toi en squat. Moi, je travaille en squat. Je suis tout le temps en position squat, sauf là où je suis en train de vous parler. Travailler la souplesse au quotidien. Hein. C'est pas seulement une fenêtre de 10 minutes dans la journée. Non. Allez-y régulièrement. Et puis faites-vous aussi des séances uniquement basées sur la mobilité, sur la souplesse, sur le stretching. Faites du yoga. Travaillez toujours de manière qualitative. Ne faites pas 3 étirements après votre séance de sport, ce qui risque en plus d'aggraver les micro-déchirures musculaires, en vous disant, voilà, j'ai fait mon étirement, et puis au bout de 10 ans, vous dites, ah, bah, je ne me suis pas du tout assoupli. Et ouais, il faut vraiment, l'assouplissement, pour moi, c'est à part, et il faut savoir bien le travailler, voilà, à part, de manière qualitative. Aucun problème pour moi pour faire des séances plaisir, comme tu dis, avec des sorties longues, etc., dans la semaine, avec tes potes, etc. Au contraire, pour moi, c'est ressourçant, ça. Pour moi, ça, c'est une sorte de jour de repos, entre guillemets. Si tu te balades, tu forces pas en VTT, tu vas te balader, tu vas prendre plaisir, tu vas rigoler avec tes amis, tu vas te gorger de soleil et être au contact avec la nature, pas de problème. Vis-à-vis de tes autres entraînements de la semaine, eh ben, il va falloir voir si la sortie plaisir, le lendemain, elle t'a laissé des courbatures, elle t'a fatigué, tous tes tissus musculaires, articulaires et nerveux sont bien régénérés. Et si tout ça s'est régénéré, bah, tu remets le couvert le lendemain, tu peux faire une séance HIIT, etc. Ça, c'est propre à ta constitution, c'est propre à tes habitudes d'entraînement. On ne peut pas faire de généralité. Moi, je conseille plutôt de passer sur du HIIT de temps en temps dans la semaine, 2-3 fois par semaine, parce que voilà, c'est plus en lien avec la loi de l'hormèse, avec ça contrebalance notre rythme de vie qui est toujours sur l'épuisement des organismes, la montée du cortisol, un stress lancinant, court, un stress peu intense mais tout le temps là. Et malheureusement, quand les gens font une longue sortie de course à pied le week-end, ou de VTT, ou de vélo, etc., ils sont souvent dans ce même cas de figure qui va épuiser leur organisme. Là, c'est vraiment important de s'attarder sur ton ressenti le lendemain. Comment tu te réveilles, si tu as des douleurs aux articulations, etc., tu sais bien que la régénération des muscles est plus rapide par rapport à la régénération des articulations, parce que les articulations baignent dans le liquide synovial, les nutriments, l'oxygène mettent beaucoup plus de temps à arriver pour régénérer les tissus. Donc voir si les articulations font mal ou pas, au niveau des genoux, au niveau des chevilles, si tu pars courir, etc. Et puis au niveau nerveux, il y a un bon signe, c'est si tu commences à t'échauffer le lendemain, et que tu commences à bâiller, tu sens que tu as déjà une fatigue, bah c'est que tu n'es pas assez reposé. La régénération nerveuse n'est pas adéquate. Donc, pas d'entraînement. Écoute ton corps et tu verras si ça le fait. Voilà Gérald. Question de vivre autrement. Hola, ¿qué pasa, hombre? Je voudrais, si tu fais ou si cela est possible dans un effort de grande intensité, de garder une respiration nasale correcte. Voilà. Après, tu développes un peu plus, mais là, en gros, la question, c'est ça.
Je dis toujours, il faut respirer par le nez. Je vais expliquer ça dans la série de vidéos sur la respiration. Au maximum, pouvoir respirer par le nez. Moi, je progresse de plus en plus et je vois que tous mes entraînements, même si l'intensité monte, je garde la respiration nasale de plus en plus longtemps. Et quand on se penche dans les travaux de la méthode Buteyko, etc., il y a beaucoup de gens qui témoignent que maintenant, ils arrivent à monter en intensité très haute uniquement en respirant par le nez. Je pense que quand l'intensité monte, faire un mix entre inspire par le nez et expire par la bouche, c'est déjà super. C'est déjà parfait. Être toujours conscient, travailler de manière consciente, en pleine conscience, d'expirer calmement par le nez ou par la bouche, ça va vraiment aider votre corps à sortir de l'état de stress et à mieux gérer l'effort. Donc, à chacun de progresser. Est-ce que c'est possible d'aller dans un effort maximal et de respirer que par le nez? Je vous le dirai dans 5 ans quand je serai un top du top de la respiration nasale. Pour l'instant, j'y arrive pas. Mais apparemment, il y a des témoignages qui disent que c'est possible. On va tous progresser là-dedans parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai expliqué, l'oxyde nitrique, la vasodilatation. Apparemment, on est vraiment constitué pour respirer par le nez, même dans les efforts intenses. Est-ce que dans une période d'hypoxie, vraiment en raréfaction de l'oxygène, quand on n'en peut plus, quand on est dans un effort extrêmement fort, est-ce que la respiration par la bouche n'est pas obligatoire? C'est des questions légitimes, et je comprends, mais faut progresser, il faut expérimenter. Je vous tiendrai au courant de mes avancées aussi. Vivons physiologique. Tu me poses une question. Salut Pierre, merci pour ton travail et ton envie de nous faire partager. J'ai une question par rapport à la pratique sportive en elle-même. Une femme peut-elle avoir une pratique physique adaptée à sa physiologie? Quand je vois toutes les pratiques sportives que tu proposes et pratiques au quotidien, je me sens totalement incapable de faire, ou même d'essayer de faire, la même chose. J'ai intégré dans mon quotidien les autres portes de l'hormèse, sans trop de difficultés, mais la pratique physique intense me paraît presque impossible. Je marche beaucoup. Est-ce que cela suffit? Merci pour ta réponse. La marche, c'est génial. C'est top. Je vais te citer une étude qui prouvait, je vous mettrai les références peut-être quelque part, c'était cité par Rhonda Patrick, que dans les pays scandinaves, ils faisaient faire à des gens qui étaient atteints d'Alzheimer des squats. Ils faisaient des petits squats, des petites flexions de jambes 3 fois par semaine. Ils descendaient, ils faisaient des flexions. Ça les faisait un tout petit peu sortir de leur zone de confort. Et je suis sûr que même toi, tu es capable de faire des flexions. Ce qui est important, sur Vérisme TV, dans le programme H4H, dans les vidéos que je fais, etc., c'est pas de me copier. C'est de trouver ton hormèse, c'est de trouver ton inconfort. Et si ton inconfort, c'est juste de faire des flexions, c'est parfait. Les gens qui avaient Alzheimer, qui ont fait des flexions 3 fois par semaine, ils ont eu une diminution des symptômes d'Alzheimer de 25% ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que rien que le fait de sortir de leur zone de confort et de faire un effort qui était dur pour eux, mais qui de nous de l'extérieur, nous semble pas terrible, juste des flexions, et ben ça a extrêmement amélioré leur rapport à leur pathologie et l'expression des symptômes. J'avais cité cette étude, notamment quand je vous expliquais à quel point faire ce genre d'exercice produisait des lactates, et les lactates étaient des sources d'énergie préférables au glucose au niveau du cerveau. Bref. Tu vas pouvoir trouver, tu dis que c'est presque impossible, tu dis que tu n'y arrives pas, tu dis que ça te semble impossible, mais je suis certain qu'il y a un certain niveau d'effort qui est adapté à toi. C'est évident. Même si c'est juste faire une flexion, même si c'est juste faire 2 flexions, tu vas pouvoir sortir de ta zone de confort. Donc essaye. Mais ne te dis pas, oh là Pierre, il fait des burpees, il fait des sprints, etc. Oh là là, moi je ne pourrais jamais faire ça. C'est l'histoire là que je vous raconte autour de l'hormèse, c'est pas me copier moi, c'est trouver votre inconfort, sortir de votre zone de confort et vous mettre au challenge, vous, à votre niveau. C'est ça qui est important. Donc, je suis persuadé que ce n'est pas impossible pour toi. J'en suis plus que persuadé. Paulina, tu me dis, la respiration nasale se fait même pendant les séances de HIIT, point d'interrogation. J'ai beaucoup de mal à respirer en nasal à haute intensité, cela me donne la nausée.
c'est que ton système adaptatif, tu n'as pas l'habitude de respirer par le nez, et donc ton corps répond par cette nausée. Ben, tu vas trop loin, donc tu peux déjà commencer par respirer par le nez uniquement quand tu fais des marches rapides, etc. Et petit à petit, tu vas progresser, tes canaux vont s'ouvrir, les cornées, les méas vont s'ouvrir, vont se dilater sous l'effet de l'oxyde nitrique, ton corps va s'habituer à ce signal que tu lui envoies de respirer par le nez, et petit à petit, la respiration nasale va s'améliorer. Évidemment, on ne peut pas tous faire d'un coup un HIIT uniquement en respiration nasale. Donc, progression et non perfection, toujours. Doit-on vraiment faire attention à son ration de protéines pour prendre du muscle et sécher, ou une alimentation vivante est suffisante? Toujours la même histoire, c'est le cas de figure que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce que tu es un pratiquant ou une pratiquante de musculation? Ou est-ce que tu prends juste soin de ton corps? Moi, je vois bien qu'à mon niveau, je ne suis pas praticien de musculation, j'adore l'exercice physique, je ne fais pas du tout attention à mes protéines, et je sais très bien que c'est la qualité de mon entraînement qui fait que je sèche ou je prends du muscle. C'est la qualité de mon entraînement, et la qualité évidemment de mon alimentation, mais je ne fais pas gaffe à me dire « oh, il me faut 30 grammes de protéines, etc. » Ça, c'est quand on sort du cadre physiologique et qu'on veut vraiment faire du bodybuilding, hein, qu'on veut vraiment être, voilà, qu'on veut en faire sa pratique principale, qu'on veut transformer son physique, mais on sort du cadre physiologique, du cadre de la santé. Et donc c'est important de remettre les choses en perspective parce que, encore une fois, on nous vend la pratique de la musculation comme tout de suite, vous allez à une salle de sport, il vous faut consommer des shakers de prot. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Donc, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, qu'est-ce que vous faites comme pratique? Où est-ce que vous en êtes au niveau physiologique? Et pour moi, le développement d'un physique harmonieux, avec une bonne masse musculaire, avec une bonne masse graisseuse, ça ne demande pas du tout de faire des calculs scientifiques au niveau des grammages de protéines par jour, etc. Mange sainement, mange de saison, mange bio, mange qualitatif, sobrement, en mâchant bien tes aliments, regarde tes selles, regarde ta digestion, et si tout est au cordeau, tu vas prendre du muscle et tu vas sécher, j'en suis persuadé, si et seulement si tu t'entraînes bien. Et pour bien s'entraîner, bah, tu as le programme H4H si tu veux, voilà, par exemple, sur armes.com. Ok. Bonjour Pierre, c'est Sabrina. Il m'arrive parfois d'avoir des petites douleurs aux poignets, aux genoux et aux cervicales. Les douleurs vont et viennent. Comment pourrais-je savoir à quel moment je dois arrêter ou diminuer l'exercice physique? Ben, règle de la non-douleur, comme dirait Christophe Cario. Ouais, c'est ça. Si tu as des douleurs au niveau articulaire, comme j'expliquais tout à l'heure, la régénération de ces tissus est plus longue que la régénération musculaire. Donc, ben, si tu as des douleurs, tu t'entraînes pas et tu t'octroies un jour de plus de repos. C'est important au moment où tu t'entraînes, tu sois au top de tes capacités pour aller à l'effort maximal, à l'intensité maximale, que ce soit du renforcement musculaire, que ce soit de l'exercice cardio comme du HIIT. Il faut que ce soit bien fait. Et pour que ce soit bien fait, il ne faut pas qu'on ait des douleurs qui nous limitent. D'accord? Et surtout, s'entraîner sur certaines douleurs, bah, ça peut les aggraver. Donc, ne privilégiez jamais la quantité sur la qualité. Travailler de manière qualitative. Et ça passe par ne pas avoir mal, déjà. Et puis, pour finir, on avait une question de Marino qui, salut Marie, qui me parlait est-ce que les dames peuvent faire l'exposition au froid, leur messe par le froid pendant les menstruations. Vous avez bien compris, le froid, ça va avoir un gros impact sur le cardiovasculaire, hein, sur l'apport de sang, etc. Donc pendant les menstruations, surtout si vous rencontrez déjà des problèmes de menstruation, j'irai mollo sur le froid et le chaud, une petite douche froide, mais pas un bain froid, pas longtemps, une petite douche froide pour se faire du bien, pour commencer la journée, ok, mais pas un bain froid dans un ice cube, ni dans une rivière à 0 degré, d'accord? Voilà, ça c'est mon conseil perso. Et oui, tu me demandes aussi, le HIIT, voilà, l'exercice à haute intensité, c'est 10-12 minutes maximum.
mais tu comprends pas bien s'il faut que tu l'incorpores avec ton autre période d'entraînement, ton autre entraînement de la journée, s'il faut le faire les deux dans la journée ou pas. Ben non, il faut le faire bien, à fond. Parce que si tu fais 10-12 minutes, j'ai fait une vidéo là-dessus où je fais des burpees. Pendant 10-12 minutes, après je suis rincé, je suis mort, je ne peux plus rien faire. Hein. L'important, c'est dans le HIIT, dans l'hormèse par l'exercice physique, c'est de se donner à fond, de se vider le réservoir quoi, en énergie. Donc si tu t'amuses à faire différents entraînements, un renforcement musculaire et un HIIT, c'est le meilleur moyen de faire mal les deux. De faire le renforcement musculaire comme ci, comme ça, en te disant déjà que tu vas faire un HIIT après, donc tu ne te donnes pas à fond dans le renforcement musculaire, et après le HIIT, tu seras déjà pré-fatigué, donc tu vas mal le faire aussi, au lieu de travailler à 95% d'effort, tu vas travailler à 70%, et les résultats seront ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre des pratiques ne t'apporteront les bons résultats. Donc il faut envoyer les bons signaux au corps. Si tu veux prendre de la masse musculaire, il faut faire un renforcement musculaire qualitatif. Et faire ça uniquement voilà, tout seul dans la journée. Si tu veux améliorer ton cardio, sécher, avoir les bons côtés du HIIT, il faut faire ça bien. Et il faut dire au corps, c'est comme ça que je travaille, et tu envoies les bons signaux de manière qualitative. Si tu mixes tout, le corps il ne va pas comprendre ce qu'il faut faire. Si 3 fois par semaine tu fais du renforcement musculaire et que tu soulèves des charges lourdes, si tu te lestes, si tu travailles au poids du corps parce que c'est ton niveau, etc., le signal que tu envoies au corps c'est « Ok, 3 fois par semaine, on soulève des trucs lourds. » Ça veut dire il faut qu'on construise du muscle. C'est comme ça qu'il va s'adapter le corps, parce que tu lui envoies le bon signal. Le HIIT, le corps va améliorer le cardio, va améliorer tout un tas de choses, va améliorer certaines fibres musculaires, parce que tu lui auras envoyé ce signal. Mais si tu croises tous les signaux, au bout d'un moment, il ne va pas trop comprendre le corps. Donc, faire les choses bien, faire les choses une par une, progresser comme ça, et puis, quand tu auras atteint un certain niveau, amuse-toi à switcher et à mélanger un petit peu tout pour voir, juste pour expérimenter. Casse les codes. Hein. Et c'est comme ça qu'on progresse. Et tu verras, ok, peut-être que tout mélanger, ça ne marche pas pour moi. Et peut-être que tout mélanger, ça marchera pour toi. Il y a toujours des exceptions, d'accord? En tout cas, note, prends en note tout ce que tu fais, comme je t'apprends dans le programme H4H. Sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Vois tes progrès. Vois comment ton énergie, ta masse musculaire, ta masse grasse évolue. Note tout. Tiens bien ton carnet et tu sauras petit à petit ce qui marche pour toi et ce qui ne marche pas. C'est que comme ça qu'on progresse par la régularité, la discipline et l'exemplarité. Je vous laisse sur ces jolis termes que j'aime tellement. En direct du Japon, j'ai eu grand plaisir à répondre à vos questions. Entraînez-vous bien, mettez-vous au challenge, allez dans l'hormèse. Pour ceux qui sont intéressés, rendez-vous sur hormèse.com pour s'inscrire au programme H4H. On est de plus en plus nombreux dans cette belle communauté et le groupe Facebook privé est génial parce que tout le monde s'échange ses vidéos, ses photos, tout le monde partage ses expériences, pose des questions, les gens répondent. C'est tip top, vraiment. Allez-y si vous avez l'envie de changer de vie, de changer de physique, de changer d'être la meilleure version de vous-même. Sautez, franchissez ce cap, sautez le pas. Moi je vous attends de l'autre côté, dans le groupe Facebook, par mail, pour être attentif à tous vos besoins. Et de toute façon le programme H4H c'est 50 vidéos, c'est plus de 7 heures de formation. Donc voilà, vous en aurez pour votre argent et les premiers retours sont vraiment très positifs. Donc je ne peux que vous encourager à y aller. Allez, je vous dis à bientôt sur Vérisme TV et n'oubliez pas que la vérité, elle est à la fois dans les kanji japonais, mais elle est surtout en vous. Ciao.